La gestion de la difficulté scolaire fait partie des préoccupations professionnelles de nos collègues. Aider les élèves à dépasser la difficulté scolaire, c'est le sens que nous donnons à notre métier. Mais aujourd'hui, la formation dont nous bénéficions diminue de plus en plus, elle ne répond pas aux attentes et aux besoins. Les effectifs par classe ne diminuent pas, donc les conditions de travail ne sont pas améliorées, ni d'ailleurs d'apprentissage des élèves. Les dispositifs que l'on crée s'empilent sans être coordonnés, et lorsqu'ils sont salués par les collègues, comme le plus de maîtres que de classe, comme les RASED, les SECPA, on les menace, on les met à mal. La difficulté scolaire se gère en classe, dans la classe, à l'aide de liturgie qui peut être un atout, mais qui parfois est une difficulté lorsqu'on se retrouve tout seul démuni. C'est de plus en plus le cas, parce que lorsque les postes de RASED d'enseignants spécialisés sont supprimés, nos collègues se retrouvent seuls, ils sont isolés, ils sont même en situation d'empêcher de faire leur métier correctement. Aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les forme, ils ont besoin de l'apport de la recherche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons effectivement invité des chercheurs à partager avec nous cette difficulté, mais aussi cette préoccupation, et à voir comment les réponses peuvent être apportées aux situations que les collègues vivent en classe. Parce que lorsque l'école n'est pas en capacité de répondre, les familles cherchent des voies extérieures, vont consulter des orthophonistes, d'autres spécialistes, et ça interroge la capacité de l'école aujourd'hui à prévenir, à accompagner la difficulté. Pourtant, c'est ce que les chercheurs nous disent, mais aussi ce que les collègues nous disent, puisque certains sont venus témoigner, c'est que l'école, lorsqu'on lui en donne les moyens, lorsqu'ils sont mis en condition de pouvoir exercer correctement leur métier, ils sont capables de répondre. Ils sont capables de gérer la difficulté, ils sont capables d'aider les élèves en difficulté, ils sont capables de, on va dire, effectivement s'atteler à ce défi qui est celui de la réussite scolaire et de la réussite pour tous. Et c'est pour ça qu'au SNUIPP, nous leur disons, et c'est le message que nous voulons leur dire aujourd'hui, les professionnels que nous sommes, engageons-nous ensemble à reprendre en main notre métier. À mon avis, par un croisement de deux facteurs, deux types de facteurs, les uns externes à l'école, les autres internes à l'école. Sur la population concernée par la scolarité, on sait qu'il y a des incidences de la grande pauvreté qui n'a cessé de monter en France, mais aussi des précarités, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un nombre d'emplois de plus en plus précaires dans la société française. L'ensemble de ces conditions sociales de vie ne cesse de peser sur les familles, avec des effets de tension intrafamiliale qui aboutissent aussi à une montée en puissance des familles monoparentales. On a donc un croisement de choses qui pèsent sur les conditions de socialisation initiale des enfants, ajouté à d'autres facteurs qui sont plus des facteurs internes. On sait que sur le nombre de postes, sur la diminution des RASED a été conséquente jusqu'aux années 2012. Et évidemment, tout ça pèse, laissant les enseignants seuls face à des objectifs qui n'ont jamais été aussi ambitieux, faire réussir tous les élèves, qui plus est à des compétences élargies. Et c'est aussi, parmi les facteurs internes, le manque de formation qui fait cruellement défaut, qui avait été complètement raboté quant à la formation initiale, qui est rétabli mais dans des fonctionnalités pas satisfaisantes encore aujourd'hui. Et quant à la formation continue, elle aussi est très insuffisante pour pouvoir répondre à l'ensemble des problèmes qui sont posés par la pratique pédagogique. On a bien du mal à la situer. Disons que l'échec scolaire, c'est la conséquence d'un cumul de difficultés qui, à un moment donné, trouve ses échéances avec ici une évaluation, là un redoublement ou là une prise en charge spécialisée. Les difficultés scolaires, là où le problème majeur se pose, c'est quant à l'identification de la nature de ces difficultés. L'ensemble des travaux de recherche comme des rapports de l'inspection générale ne cessent de dire que les enseignants sans formation sont condamnés à aller chercher les catégories de jugement, d'appréciation et les réponses pédagogiques qui sont à leur disposition, quand il faudrait les outiller à la fois théoriquement et pratiquement pour renouveler la façon de penser et d'agir face à ces difficultés. Là aussi, on voit que c'est quelque chose d'un peu croisé. J'ai parlé tout à l'heure de la façon dont les modes de socialisation familiale
ne cesse évidemment d'avoir des incidences sur la façon dont l'enfant ici développe l'autonomie, là a une connaissance, une curiosité à l'égard du monde, instruit un certain rapport à la culture, vit l'école ou appréhende l'école comme un rendez-vous attendu et important, ou se trouve plus ou moins seul face à cette expérience sans savoir guère de recours. De l'autre côté, l'école, là encore, les enseignants font avec ce qu'on ne leur donne pas et doivent bricoler au mieux qu'ils le peuvent, et personne ne peut mettre en doute leur bonne volonté et leur implication dans le métier. Tout le monde parle d'un métier de plus en plus fatigant, justement, entre l'accueil de différents publics et les objectifs ambitieux. Et on voit bien que des réponses de bon sens sont des réponses qui parfois ne provoquent pas des déplacements des élèves à la hauteur de l'investissement qu'on y met. Ça, des travaux de recherche ont abondamment montré comment la façon de réaménager les activités pouvait conduire dans des mêmes classes à avoir des sollicitations de nature différente, des situations plus aménagées dans le sens de la simplification, des aides accrues, une segmentation des tâches qui ne permettent pas toujours aux enfants de les aider jusqu'à comprendre, saisir l'enjeu et progresser à la hauteur de ce qu'on pourrait viser à leur égard. De l'autre côté, là encore, problème de formation, insuffisamment au courant de ce que produisent des modes de socialisation divers, des enseignants peuvent négliger des effets de malentendus qui ont été, là encore, pointés par la recherche, quant à l'interprétation des situations, quant à la difficulté d'un certain nombre d'élèves d'identifier l'enjeu des tâches, quant à la compréhension par les élèves de ce qui fait spécificité des apprentissages scolaires, notamment cette capacité à pouvoir prendre recul et mettre à distance les objets, les situations pour les réfléchir, pour les penser et pour avoir une maîtrise accrue sur les objets du monde. En fait, on pourrait dire qu'il constitue la réponse du système éducatif français face aux difficultés rencontrées par les élèves à l'école. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on voit que la fonction de ces dispositifs, qui sont nombreux et de plus en plus nombreux, finit par poser quand même un certain nombre de questions. Et en fait, leur but, c'est d'encadrer et de gérer les difficultés des élèves. Et ça passe par des processus qui sont en fait des processus d'individualisation des élèves eux-mêmes. Donc si on écoute ou si on lit Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?», justement il alerte sur le fait que les sociétés contemporaines assistent à une prolifération de dispositifs dont le but précisément est de gérer un certain nombre de phénomènes, mais que cette gestion, qui se veut utile évidemment par rapport à ces phénomènes-là, a des effets problématiques et notamment des effets de désubjectivation pour les sujets eux-mêmes. Et donc on peut se rendre compte par exemple que dans les écoles, un certain nombre de ces dispositifs amènent des élèves à être assignés à une certaine forme de rôles sociaux par l'institution, ou à s'identifier à un certain nombre de signifiants de type handicapé, 10 ou autre chose. Donc, bon, ces dispositifs-là, nombreux, ben, peut-être que finalement on arrive au bout de cette logique-là et qu'il faut penser maintenant à une autre logique pour accompagner ces élèves. Alors, dédramatiser la difficulté scolaire, la première chose, c'est peut-être de reconsidérer ce qui peut paraître une évidence, mais c'est que apprendre, c'est difficile. Donc il y a une difficulté inhérente à l'apprentissage, pour tout enfant, d'ailleurs pour tout adulte, mais on l'a oublié. Alors après, il y a, de mon point de vue, 2 points pour répondre à cette question. Une réponse qui est plutôt de type politique, philosophique et politique, et une réponse qui est plutôt de type pratique,
on va dire. Donc la première réponse, plutôt sur le versant politique ou philosophique, c'est quelle école veut-on? Parce que la question qu'on pose de dédramatiser la difficulté scolaire dépend de la conception de l'école qu'on a. Si on pense une école du côté de la performance et de l'individualisme, alors eh bien, c'est difficile de dédramatiser la difficulté scolaire. Au contraire, elle est dramatique. Il faut même intensifier ce problème, trouver des protocoles pour y répondre, voire l'éradiquer. Enfin, on peut avoir ça comme perspective. Si on considère que la difficulté c'est ordinaire et qu'on est dans une conception d'une école collaborative, coopérative, et d'une école où on considère que ce qu'on poursuit c'est l'émancipation des enfants, alors on va avoir une autre manière de comprendre la difficulté scolaire et évidemment de la dédramatiser. Et ensuite, sur l'aspect pratique, il me semble que ça passe par quelque chose d'assez concret et d'assez simple, mais qui aujourd'hui paraît nouveau. C'est qu'en fait, il faut considérer, là je parle plutôt finalement pour les enseignants et les équipes pédagogiques qui ont affaire aux difficultés des élèves quand même, c'est qu'en fait, il faut observer les difficultés des élèves dans le cadre de l'activité d'apprentissage, pas hors sol. Le cadre d'activité de l'apprentissage, et bien précisément, c'est l'élève en situation, dans la classe, dans l'école. Donc contextualiser les difficultés d'apprentissage et ne pas les déporter, les déplacer, les délocaliser dans un lieu dans lequel finalement elles n'ont pas de réalité. Qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte le contexte? Eh bien, un contexte d'apprentissage, ce sont des conditions pédagogiques, didactiques, cognitives, affectives, sociales, familiales, institutionnelles, donc quelquefois médicales, mais c'est très rare. Donc en fait, il s'agit de considérer toutes ces dimensions-là d'un point de vue, oui, qu'on pourrait dire systémique, puisqu'il y a évidemment, ça se tisse, l'un n'exclut pas l'autre, un contexte est pluridimensionnel, et donc de pouvoir mener des analyses qui prennent en compte toutes ces différentes dimensions. Et on comprend bien que pour pouvoir mener ces analyses précises, il faut que ça se passe dans l'école, parce que le contexte c'est celui-là, et qu'en fait, pour que ces analyses puissent être menées, eh bien, il faut un collectif qui les mène. Donc des enseignants, sûrement des enseignants spécialisés, sûrement un psychologue, sûrement un directeur d'école. Éventuellement, on peut faire appel à des partenaires qui peuvent nous aider à éclairer les situations. Mais il me semble que c'est en tout cas c'est pas il me semble, c'est sûr, c'est vraiment sur la base d'un collectif éclairé et éclairant qu'on peut non pas seulement dédramatiser les difficultés scolaires, mais les prendre en compte et accompagner les enfants à les affronter, si ce n'est parfois même à les dépasser. Effectivement, ce n'est pas nouveau. En 1963, des collègues publiaient un livre, La dyslexie, maladie du siècle. Donc on voit bien que ce phénomène est très ancien. Ce qui caractérise ces formes actuelles, c'est son ampleur. Les services médicaux sont débordés et en fait on en arrive aujourd'hui à un moment où il y a un consensus, y compris chez les professionnels du soin, pour dénoncer les dérives de cette médicalisation, c'est-à-dire un processus qui prend une ampleur inquiétante, avec des parents qui sont de plus en plus enclins à médicaliser les difficultés, des enseignants qui recourent très facilement à ces catégories, des politiques publiques qui favorisent, donc un ensemble de logiques sociales qui font que ce phénomène est très puissant et qu'on ne sait pas comment on va le contrôler et l'arrêter. C'est très compliqué, c'est facile à énoncer, mais dans le fond très compliqué, parce que ce processus de médicalisation se construit dans différentes sphères sociales, et donc il faudrait agir sur plusieurs fronts. Il faudrait demander aux professionnels du soin d'être plus clairs dans la façon dont ils délimitent les catégories médicales, diagnostiques, au sens dire clairement ce qu'est un enfant dyslexique et ceux qui ne le sont pas. Il faudrait demander aux orthophonistes de clarifier leurs pratiques vis-à-vis de
de l'échec scolaire, de leur prise en charge de l'échec scolaire. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles font du soutien scolaire? Est-ce qu'elles n'en font pas? Est-ce qu'elles font... Donc, quelle est la part de leur activité qui correspond à ce soutien scolaire? Il faut aller voir, comment dire, il faudrait aussi travailler les politiques éducatives pour qu'elles soient, comment dire, moins axées sur l'individualisation et peut-être qu'elles prennent en compte plus des logiques de collectifs, de groupes, comme certaines enquêtes l'ont montré, par exemple celle de Roland Guagou sur l'apprentissage de la lecture, qui sont les remédiations en groupe sont souvent les plus efficaces, qui n'empêchent pas des formes d'individualisation. Il faut aller voir les enseignants, leur redonner confiance, parce que les enseignants sont aujourd'hui, les enseignants du premier degré sont notamment très dévalorisés, on les accuse à mots couverts de ne pas être en mesure de pouvoir agir sur les destins scolaires qui se dessinent dès les premières classes de CP. Il faut également s'adresser aux familles, car la médicalisation s'inscrit dans un processus aussi, dans une compétition scolaire, où des familles essayent de faire valoir certains diagnostics au détriment de d'autres, etc. Je pense par exemple au diagnostic de précocité intellectuelle. Et il est donc très important que l'école ne soit pas victime ou qu'elle ne soit pas exposée à ces enjeux de compétition scolaire et de compétition sociale en général. Voilà. Pour l'instant, il y en a très peu pour des raisons diverses. Alors il y a des chantiers, il y a le chantier déjà, comment dire, de réfléchir sur le partenariat. Le partenariat est un mot valise qui ne rend pas compte des difficultés, et il faut arriver à poser clairement les conditions de félicité d'un dispositif partenarial. Comment un enseignant peut s'y retrouver avec une orthophoniste, avec un pédopsychiatre, pour que les rapports soient véritablement horizontaux et que les rapports de force qui continuent à exister et qui rendent le partenariat en réalité très difficile soient amoindris. Il faut créer les possibilités de rencontres entre les professionnels, car aujourd'hui un ou une orthophoniste ne rencontre que très rarement les enseignants. Il n'y a aucune plage. Pour une orthophoniste, venir à l'école, c'est prendre de son temps, elle n'est pas rémunérée, pareil pour les enseignants, etc. Donc comment on fait pour établir les conditions de possibilité en termes ne serait-ce que de plage, de moments, pour que finalement les professionnels puissent se rencontrer. Et puis je pense aussi également, je l'ai dit, mais il faut insister sur le fait qu'il faudrait clarifier aujourd'hui la division du travail de prise en charge de la difficulté scolaire, qui fait quoi, pour que chacun puisse s'y retrouver et qu'on n'ait pas l'impression qu'on se marche sur les pieds, qu'on est dans des logiques de concurrence de territoire professionnel, mais que l'orthophoniste puisse avancer sa pratique comme étant différente de celle du maître E ou du maître G de l'enseignant, et qu'on puisse travailler ensemble. Ça suppose une clarification de cette division du travail de prise en charge. Alors je conçois, je ne suis pas la seule, la classe comme une scène de théâtre où le rôle principal, le plus visible, est assuré par l'enseignant, qui est donc un acteur. C'est-à-dire, acteur, c'est la façon, il est acteur dans la mesure où il assume sa fonction. Mais nous savons tous par expérience que chacun des professeurs, acteur social, donc, assume son rôle de façon différente. Parce que ce rôle social est irrigué par le moi personnel qu'il est, par sa façon, chacun a une façon différente de regarder les élèves, de leur parler, d'être avec eux tout simplement. Il ne s'agit pas seulement de faire. Il est un personnage, mais dans le personnage, il n'y a personne. Je trouve que le terme est très adéquat. Et le moi personnel, donc, comme je disais, irrigue le personnage ou l'acteur. Et à côté je ne m'étends pas, mais il y a les élèves aussi, qui sont des enfants, et les élèves jouent leur rôle. Il y a il y a le meneur, enfin en général, il y a des meneurs, il y a des élèves soumis, il y a des élèves qui font la cour au professeur. C'est tout un jeu aussi. Parce que la relation, c'est Francis Imbert, un de mes collègues, a dit, il a écrit des livres là-dessus, que la relation enseignant-enseigné était un accélérateur d'inconscient. L'enseignant, comme les élèves jouent leur rôle,
mais sous les personnages qu'ils sont les uns et les autres, il y a les personnes qui sont habitées d'un inconscient et qui jouent les tours. C'est-à-dire que c'est un théâtre intersubjectif. L'intersubjectivité, c'est ce qui nous relie intérieurement, la plupart du temps à notre insu. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de projection de l'enseignant sur les élèves, des élèves sur lui, des élèves entre eux. C'est ce qu'on appelle les phénomènes transférentiels, des motions, des mouvements d'amour et de haine qui se déplacent, qui s'adressent aux personnes que les personnages représentent et qui peuvent considérablement déstabiliser le maître. Voilà, donc et puis il y a le groupe qui est beaucoup plus que l'ensemble des élèves et qui peut susciter des mouvements des angoisses, de dévoration par exemple, et qui font que le maître peut n'être pas à l'aise et recourir à des mesures autoritaires et joue un rôle qui l'étonne lui-même quand il y repense après. Alors les tensions et les conflits viennent, je crois, des griefs mutuels qu'adressent les enseignants aux parents et réciproquement. Alors souvent, les enseignants, je généralise là, mais je sais qu'il y a sous les généralités une quantité de cas singuliers, bien sûr, mais souvent les enseignants reprochent aux parents de ne pas s'occuper de leurs enfants, de leurs résultats scolaires, de s'en débarrasser à l'école, de ne pas venir aux réunions, ou bien alors d'en faire trop. Et ces reproches qui ne sont pas exprimés directement, eh bien, enveniment les relations et font que les enseignants abordent les parents dans une relation qui n'est pas apaisée. De leur côté, beaucoup de parents, quand on les interroge ou quand ils ont l'occasion de s'exprimer, on sait que les familles modestes surinvestissent l'école. Elles attendent beaucoup de l'école et des enseignants et la plupart du temps, elles ont un sentiment d'infériorité. Parfois, des familles, des parents ne savent pas lire et ne se rendent pas aux réunions parce qu'ils ont peur, tout simplement. Et d'autres se plaignent de n'être convoqués comme devant un tribunal que lorsqu'il y a des problèmes. Donc et ils se plaignent aussi des injustices de traitement. Ils entendent dire que tel élève a eu telle note ou tel autre n'est pas. Je pense que c'est un manque de parole, un manque de clarté. C'est une des raisons je crois qu'une des raisons de l'incompréhension mutuelle fait que les uns et les autres ne se rendent pas compte que les élèves sont d'abord les enfants de leurs parents et les parents acceptent difficilement que les enfants deviennent à l'école des élèves, donc changent de statut. Et les regards divergent. Les parents ont un regard naturellement protecteur, enfin, ou protègent, essayent de protéger leurs enfants, tandis que les professeurs doivent assumer leur mission. Et en les confiant à l'école, il y a aussi des cas particuliers où des mères, surtout je dirais, en veulent inconsciemment sans doute aussi aux maîtresses, peut-être aussi, de jouer un rôle qu'elles n'ont plus parce que la séparation leur coûte énormément et la séparation est difficile parce que les mères sentent bien que l'enfant leur échappe. Et donc il y a des fantasmes de rapt aussi parfois. Et je demande si ça n'est pas une racine de la méfiance inconsciente aussi. Les parents, comme les enseignants, tous les adultes, ont chacun une expérience particulière, privée, personnelle de l'école. Et la façon dont ils ont investi l'école, ou pas, ils l'ont intégrée, intériorisée, et cela influe aussi sur leur relation à l'école de leurs enfants. Et je crois que pour désamorcer l'agressivité latente, il faudrait parler, accueillir de toute façon dignement et respectueusement chacun des parents. Et il faut faire l'effort, il faudrait faire l'effort aussi d'imaginer ce que l'autre ressent, que les enseignants imaginent ce que ressentent les parents, et réciproquement, pour améliorer
les relations. Et donc, travailler ensemble, je crois qu'on ne peut que travailler ensemble en parlant d'abord les sources possibles de cette agressivité, de cette méconnaissance, pour pouvoir entrer en relation et conduire, développer des relations apaisées, reconstruire ensemble de la considération mutuelle, comme le font par exemple les parents du réseau ATD Carmonde à Paris, mais aussi dans d'autres villes, en travaillant ensemble. Et ça, c'est la seule façon, je crois, de travailler ensemble, en reconstruisant la relation et en se référant à une éthique, les uns et les autres, à une éthique du respect de la dignité de chaque personne. C'est le vocabulaire du management, de la gestion, appartient au vocabulaire de l'entreprise, c'est clair, et c'est certainement dans un souci de l'école de rationalisation, de modernisation que ce vocabulaire a été introduit. Mais c'est malheureusement dévoyé que d'utiliser ces termes-là, parce qu'on ne gère pas des élèves, on gère un portefeuille, on gère des affaires, mais les élèves, on les accompagne. Parler de rendement scolaire est pour moi un abus de langage. La mission des établissements consiste à promouvoir la réussite de chacun des élèves. Et la réussite de chacun des élèves, ça n'est pas forcément une réussite intellectuelle, c'est une réussite humaine qui implique le développement des talents de chacun. Et nous le savons encore avec les travaux qui ont paru sur les intelligences multiples, que chaque être humain est pourvu justement de différentes formes d'intelligence. Et que la responsabilité des enseignants, pour moi, c'est d'aider chacun des élèves, là où il en est, à développer le plus possible ses talents, à grandir, à réussir humainement, tout en se socialisant. Il y a les deux côtés du développement individuel, enfin de la construction de la personnalité, mais cela ne peut se faire qu'avec des adultes, auprès d'adultes, assez assurés en eux-mêmes pour leur donner envie de grandir et de s'inscrire dans la culture. Ce colloque montre à quel point il est important de reprendre en main son métier, donc de renforcer le professionnalisme des enseignants. Nous avons un niveau de recrutement qui est à Master 2, qui sanctionne une expertise que nous devons mettre en avant. Nous savons faire. Nous savons faire, mais nous avons besoin d'être aidés par des effectifs réduits, par de la formation initiale et continue de bonne qualité. Nous avons besoin de croiser la recherche dans cette formation, c'est nécessaire. Nous avons besoin de temps pour travailler ensemble, de temps pour travailler avec les familles, de temps pour travailler en équipe pluridisciplinaire. Et ce temps doit être un temps reconnu. Nous avons besoin aussi de groupes de parole pour aller exprimer, non pas que nous sommes en difficulté, mais que nous avons des difficultés. Et c'est important d'aller pouvoir l'exprimer dans un endroit en dehors de toute forme hiérarchique. Nous avons besoin évidemment d'ERAZ qui sont précieux et qui nous apportent de l'aide au quotidien dans nos classes, à la fois dans notre réflexion de praticiens et à la fois auprès des élèves qui sont en difficulté. Le SNUIPP sera aux côtés des enseignants pour se battre, pour permettre de travailler avec la difficulté dans de bonnes conditions. Toutes ces conditions, nous les avons énumérées, il y en a d'autres, et c'est avec le SNU que nous les porterons, au ministère évidemment, et que nous appuierons ces demandes. C'est important parce que c'est un enjeu social fort et il faut réussir à travailler avec la difficulté et à lutter contre les inégalités. Le SNUIPP a lancé un appel aux chercheurs, 55 d'entre eux ont répondu. Ils sont favorables à ce que l'ensemble de la recherche croise la formation pour améliorer évidemment les apprentissages des élèves dans le but de la réussite de tous.